Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler des approches probabilistes. Donc, vous avez déjà entendu parler un petit peu des approches probabilistes là, dans les capsules précédentes, un petit peu dans les lectures, ça en avait lu, mais je vais approfondir ça, puis je vais essayer de les personnifier autour de trois bonhommes, les monsieur, madame. Peut-être que ça va vous rappeler votre enfance. Donc, je vous parlerai de monsieur théorique, monsieur fréquentiel et madame subjective en lien avec les trois approches théorique, fréquentielle et subjective. Donc, l'objectif de la capsule, c'est en lien avec l'objectif du cours, qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, on va voir justement en lien avec ces approches-là, les approches probabilistes qui sont au cœur de ce qui est à voir en probabilité au secondaire. On va revenir sur une situation d'apprentissage qui est le problème de Montiel. Donc, le problème de Montiel, vous l'avez déjà vu, j'en ai déjà parlé aussi brièvement dans une capsule précédente, et en lien avec le chapitre 8 que vous avez lu, il était question de ce problème-là, qui avait été décortiqué là, avec des situations où on pouvait voir en fait qu'il n'y a pas nécessairement juste des espaces échantillonnaux conventionnels, mais on peut penser à d'autres espaces échantillonnaux non conventionnels, d'autres façons de voir le problème. Donc, il était question un peu de ce problème-là, mais on va le décortiquer aussi ensemble. Donc, le problème est le suivant. Vous êtes en face de trois portes. Donc, il y a deux qui cachent une chèvre, puis l'autre une superbe voiture. Vous devez d'abord choisir une porte. Donc, le directeur du jeu ouvre une porte qui n'est pas celle choisie par le joueur et derrière laquelle se trouve une chèvre. Donc, il sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Et là, vous avez un choix à faire. Soit vous gardez la porte du début ou vous changez de porte. Pourquoi je la revois avec vous, même si vous en avez déjà entendu parler dans votre lecture, c'est qu'elle était vue avec l'auteur Egon Chernoff d'une façon à comment ça peut être fait en formation donc dans des cours universitaires. Moi, je voulais voir comment on peut la piloter avec des élèves du secondaire. Donc moi, je trouve qu'une façon de le faire, c'est d'utiliser des cartes, donc où on peut simuler la situation, dans le fond, avec du matériel concret. Donc ici, on a trois portes, en fait, les trois cartes. Il y en a deux qui cachent une chèvre, donc il y en a deux, en fait, qui sont les deux cartes noires, représente une chèvre, puis la carte l'as rouge, en fait, l'as de cœur, représente une superbe voiture. Donc, quand on joue, si je suis le directeur du jeu, ben moi, je vois ce qu'il y a derrière chacune des portes. Donc, vous choisissez une porte d'abord. Donc, si vous choisissez cette porte-ci, ben, je vais ouvrir une porte qui n'est pas celle choisie par le joueur, puis derrière laquelle se trouve une chèvre. Donc, je viens vous dire, bon, parfait, vous avez choisi celle-là, je vais vous ouvrir celle-là ici. Donc, je vous montre que celle-là est une chèvre. Donc, moi, je sais ce qu'il y a derrière chaque porte. Et là, à ce moment-là, vous devez choisir. Est-ce que vous voulez garder votre porte de départ ou vous voulez changer pour cette porte-ci? Donc, selon vous, quelle stratégie est préférable? Est-ce qu'il faut garder la porte, changer de porte ou ça n'a pas d'importance? Donc, pour savoir quelle est la meilleure stratégie, une fois que vous avez fait votre prédiction, ben on veut savoir aussi quelle serait la probabilité de gagner la voiture, ben on va aller répéter ce jeu-là un certain nombre de fois. Dans ce cas-ci, si vous aviez décidé de garder la porte, vous avez perdu, vous avez la chèvre. On suppose aussi qu'on perd quand on a la chèvre. Puis si vous aviez changé, vous auriez changé pour la voiture dans ce cas-ci. Donc, ici, dans ce cas-là, comment on peut résoudre ce problème-là? Ben justement, je vous ai parlé, on pourrait aller réaliser des essais. Quand on réalise des essais, on est avec Monsieur Fréquentiel. Donc, Monsieur Fréquentiel, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il réalise des essais, on voit qu'il lance des dés, il va piger des billes, tout ça. Donc, il réalise des essais, il expérimente. Puis, il va noter, en fait, à quelle fréquence il va obtenir certains événements. Donc, c'est cette fréquence-là qu'il observe, pour ça qu'on l'appelle Monsieur Fréquentiel. Monsieur Théorique, lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il fait des calculs. Quand on va voir Monsieur Théorique, il fait des calculs, c'est tout ce qui concerne le vocabulaire aussi, de façon théorique. Donc, on va revenir sur certains langages, le vocabulaire probabiliste. Puis, il y a tout ce qui concerne aussi les représentations. Donc, on reviendra sur les diagrammes en arbre, les formules, les tableaux, etc. Monsieur Théorique fait des calculs vocabulaires, des représentations. Monsieur Fréquentiel fait des essais. Puis Madame Subjective, à chaque fois que je vous demande quelle serait votre prédiction, ben là, c'est Madame Subjective qui intervient. Qui, elle, va dire, ben moi, avec mon expérience, quand je considère les informations qui sont disponibles en ce moment, et là, elle fait une prédiction. Donc, Madame Subjective, c'est ça. Et des fois, Madame Subjective, elle va, donc quand on est dans l'approche subjective, elle va s'appuyer sur des informations dont elle dispose. Donc, elle peut s'appuyer sur des résultats d'essai. Donc, elle peut s'appuyer sur de l'information que lui donne M. Fréquentiel ou des informations que lui donne aussi M. Théorique.
Donc, au fur et à mesure, on peut penser que notre prédiction, si on demande plusieurs fois dans une situation probabiliste, plusieurs fois aux élèves quelle serait leur prédiction, on peut penser qu'elle va évoluer avec le temps selon les informations dont ils disposent. Donc, ce que je viens de dire, justement, les 3 approches probabilistes que j'ai personnifiées, donc c'est l'approche théorique qui est basée sur les calculs, l'approche fréquentielle basée sur l'expérimentation et l'approche subjective basée sur l'estimation personnelle, ou sur qui mène à une prédiction. Et là, ici, ces 3 approches-là, il ne faut pas les voir de façon isolée, donc, on ne fait que théorique ou que fréquentielle ou que subjective. Il y a plusieurs auteurs qui parlent de l'importance d'articuler les approches probabilistes. Donc, comment ça peut être fait? Comment on peut les articuler? On peut d'abord commencer par une approche subjective. L'approche subjective par une prédiction, comme je vous ai suggéré de le faire il y a 1 minute ou 2. Ensuite, on peut aller dans l'approche fréquentielle en réalisant des essais qu'on va noter, qu'on va compiler, à la suite de quoi on va pouvoir revenir sur notre prédiction avec les essais qu'on a réalisés. Puis, on va pouvoir ensuite aller voir M. Théorique, donc dans l'approche théorique, pour avoir un raisonnement mathématique qui va considérer tous les cas, le nombre de cas favorables, le nombre de cas possibles, et on va faire le rapport entre les deux. Puis, ça nous permet encore une dernière fois, de revenir sur la prédiction et comparer avec les fréquences qu'on a pu observer avec M. Fréquentiel. Donc, c'est à vous de jouer. Ce que je vous invite à faire, c'est de réaliser des essais dans l'approche fréquentielle. Vous pouvez le faire tout simplement là, avec des petits bouts de papier. Vous pouvez réaliser des essais tout simplement si vous avez des jeux de cartes comme ça. Donc, je vous invite à le faire quelques fois en fait. Puis, mais avant de jouer, parce que là, vous allez devoir noter vos résultats, je vous demande de penser aux informations importantes à prendre en note pour pouvoir répondre aux 2 questions précédentes. Donc, les 2 questions, c'était quelle est la meilleure stratégie, puis quelle est la probabilité de gagner la voiture. Donc, je vous demande de réfléchir à ce dont vous avez besoin, de réaliser des essais, puis de compiler vos données. Puis ensuite, ça sera le temps de revenir sur la prédiction. Donc, et je vous demanderai tout de suite, là, en fait, maintenant que c'est fait, donc vous allez pouvoir réaliser les essais, puis me dire quels sont les résultats compilés que vous avez obtenus. Donc, maintenant que c'est fait, je vous montre un exemple des résultats que moi j'ai obtenus de mon côté. Donc, je l'ai fait un certain nombre de fois avec la stratégie de garder la porte. Donc, j'ai joué ici avec les cartes, et à chaque fois, j'ai gardé la porte. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai pu obtenir? En fait, c'est En fait, pardon, je l'ai fait 10 fois, et en gardant la porte, j'ai gagné 4 fois sur les 10 qu'on voit en bleu ici, et j'ai perdu 6 fois. Donc, si mon l'effectif, c'est le nombre de fois que quelque chose a été observé. Donc, l'effectif de gain, en fait, j'ai gagné 4 fois. Donc, c'est 4 l'effectif de gain. Puis, l'effectif de perte, ici, c'est j'ai perdu 6 fois. Quand j'ai fait la stratégie de changer, j'ai gagné 7 fois et j'ai perdu 3 fois. Donc, l'effectif de gain en changeant la porte, avec la stratégie où je changeais la porte, a été de 7 fois sur les 10. Et là, justement, quand je dis 7 fois sur les 10, c'est ça la différence entre l'effectif et la fréquence. L'effectif, c'est vraiment le nombre de fois, le nombre d'occurrences qui a été observé. Et quand je le remets sur le nombre de fois où je l'ai fait en tout, donc je viens relativiser le nombre de fois où j'ai gagné sur combien de fois j'ai fait en tout, ça devient une fréquence. Donc à ce moment-là, dans mon cas ici, la stratégie gardée m'a permis de gagner 4 fois sur 10. Donc je vais mettre mes 4 gains en relation avec les 10 fois où je l'ai fait. Puis, quand j'ai changé la porte, ma stratégie m'a permis de gagner 7 fois sur 10. Donc là, ça me permet de revenir sur ma prédiction. Donc, si je m'étais dit, ça n'a pas vraiment d'importance que je garde ou que je change la porte, ça n'a pas vraiment d'importance, peut-être que vous pouvez dire, ma prédiction reste la même. Peut-être que vous dites, je semble gagner un petit peu plus souvent en changeant de porte. Donc, je vais changer ma prédiction. Puis je pense que c'est peut-être plus probable de gagner en changeant la porte. Cette tendance-là, on peut se demander, est-ce qu'elle est fiable? Donc, si je regarde mes fréquences ici, 4 dixièmes, 7 dixièmes, ce ne sont pas mes probabilités. Ma probabilité, c'est quelque chose de théorique. Et là, ici, je peux me demander, ici, comment je pourrais réussir à obtenir cette probabilité-là? Puis, une des réponses, ça pourrait être de dire, je vais faire plus d'essais. Donc, si j'ai fait 10 essais, je peux me demander, est-ce que c'est suffisant ou combien d'essais seraient nécessaires? Est-ce que j'en ai besoin d'une trentaine, d'une cinquantaine? On pourrait penser même que ici, j'en ai une trentaine, une cinquantaine, c'est déjà bien, mais en fait, plus je vais en avoir, plus ma tendance va être fiable. Donc, si je veux inférer la probabilité, c'est quoi inférer la probabilité? C'est essayer de prévoir quelle va être
la probabilité sur le plan théorique. Donc, de manière théorique, quand je joue à ce jeu-là, quelle est la probabilité de gagner si je change de porte, par exemple? Si je fais autant d'essais que possible, donc plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers, donc je vais avoir une tendance qui va être très fiable. Et ici, ben, on l'a déjà vu par des simulateurs, il y a un gain important de temps, en fait, si on utilise un simulateur pour ne pas avoir réalisé 10 000 essais à la main, disons. Donc, ici, je vais vous faire, en fait, essayer deux simulateurs. Donc, il y a un premier simulateur ici, là, dont le lien raccourci est monrl.ca simulateur 2. Je vous demande quels sont les apports de ce simulateur. Donc, je vous demande de jouer un peu avec le simulateur, puis de me dire quels sont les apports, puis de réfléchir à quelles sont les limites. Donc, je vous demande d'abord de le tester. Et puis, je vous demande ensuite de faire la même chose, donc de tester cet autre simulateur-là, qui est en anglais, et encore une fois, de vérifier quels sont les apports, quelles sont les limites. Après, maintenant que c'est fait, ben, on peut se demander ici, est-ce que les résultats sont convaincants? Est-ce qu'on peut inférer les probabilités avec les fréquences observées? L'idée clé ici, en fait, c'est la loi des grands nombres. Donc là, je vais aller voir avec vous le premier simulateur, donc celui avec le raccourci monrl.ca simulateur 2. Et celui-là, ici, me permettait, bon, ici, il affichait les consignes du jeu, là, donc je les ai déjà fait enlever. Et là, je peux ici décider de choisir la porte de gauche. Le directeur du jeu me montre la porte du centre. Et là, je peux décider, bon, mais moi, ici, je vais garder ma porte. Et là, cette fois-ci, j'ai perdu. Bon, parfait, ok, je recommence. Je clique au milieu. Je choisis au milieu cette fois-ci. On me montre la porte de gauche qui est une chèvre. Et là, bon, cette fois-ci, je vais encore garder. J'ai encore perdu. Bon, ok. Et là, je pouvais prendre la porte de droite. On montre celle du milieu qui est une chèvre. Et là, bon, cette fois-ci, je vais changer. Et là, j'ai gagné. Là, je peux voir que j'ai joué 3 fois, j'ai changé une fois, et là, j'ai gagné une fois, perdu 2 fois. Donc là, ce qui est intéressant avec ce simulateur-là, c'est que je peux voir ici que, un après l'autre, en fait, je peux voir les essais un à la fois. Donc, je contrôle assez bien chacun des essais. Donc ça, c'est assez intéressant. Une des limites, en fait, c'est que je ne peux pas faire une centaine d'essais vraiment rapidement. Ça demande quand même un certain temps. Et une autre limite importante aussi de la façon dont ça a été programmé, le simulateur, c'est qu'ici, je vois que j'ai gagné une fois et perdu 2 fois, mais je ne vois pas c'est associé à quelle stratégie. Je ne vois pas ici la fois où j'ai gagné. Est-ce que c'est quand j'avais changé ou quand j'avais gardé? Je vois juste que j'ai gagné une fois, perdu 2 fois, en ayant changé une fois sur 3. Alors, si je voulais vraiment compiler, je dois toujours garder la même stratégie puis pas la modifier. Donc, je pourrais recharger la page ici et là dire, bon, ok, je vais tout le temps garder la porte. Donc, je vais garder la porte. Si à chaque fois, je reclique sur la même pour refaire le même choix. Puis là, j'ai joué 8 fois, 9 fois, 10 fois. Et là, je vois ici, sur les 10 fois où j'ai joué, je n'ai jamais changé. Donc, j'ai toujours gardé. Et là, je verrai au bout de 10 fois, j'ai gagné 3 fois, perdu 7 fois. Donc, ça serait la façon de faire, de ne pas changer. Et là, si je voulais le refaire, ben pour changer, là, à chaque fois, je vais toujours changer. Donc, ce simulateur-là, une des limites, c'est que je n'ai pas intérêt à changer de stratégie d'une simulation à l'autre. Il faudrait vraiment que je remette à zéro à chaque fois. Un autre simulateur que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc, le deuxième simulateur qui est en anglais. On voyait qu'il y avait la possibilité de jouer ici. Donc, je peux jouer une à la fois. Donc, si j'ai cliqué sur la porte 1, on m'a montré une chèvre. Et là, c'est le même principe ici. J'ai changé. Et là, je vois ici que quand j'ai changé, ici, ce simulateur-là sépare pour chacune des stratégies. J'ai changé une fois et j'ai gagné la voiture. Donc, je suis à 100%. Si je recommence, ici, je change. OK, là, j'ai perdu cette fois-là. Donc, en changeant, j'ai gagné une fois, j'ai perdu une fois. Donc, je suis à 50%. Puis là, je vais le faire une fois en gardant la même porte. Et là, j'ai perdu. Et là, on voit qu'ici, il met vraiment au bon endroit. Il vient vraiment me séparer mes résultats pour chacune des stratégies. Et là, je pourrais y aller comme ça, une à la fois. Il y a déjà un gain par rapport à l'autre d'avant parce que je peux y aller... il va me séparer mes stratégies, mais je peux y aller, vu qu'il sépare mes stratégies, je peux maintenant simuler. Et là, en simulant comme ça, je vais descendre un petit peu, je peux le faire 100 fois, toujours en gardant le même choix à une vitesse rapide. Donc, à une vitesse rapide, voilà, il le fait relativement rapidement, mais je pourrais dire que c'est pas assez rapide, je veux le faire de façon instantanée. Donc là, je vais recommencer de façon instantanée. Oups, pardon, je vais juste recharger la page ici pour qu'il me remette à 0. Et là, je vais simuler ici en gardant la même porte
de façon instantanée. Et là, voilà, il me fait les 100 vraiment très rapidement. Je pourrais le faire ici encore là, encore plus souvent. Donc, 1000 de plus, disons. Et il les fait vraiment très rapidement. Donc, ici, pour faire genre 100 et plus 1000, donc 1100 résultats. Et je vois que la probabilité de gagner, pas la probabilité, mais la fréquence plutôt observée ici, elle est de 33%. 33% des fois où j'ai joué en gardant la porte, j'ai gagné. Et 67% des fois, j'ai perdu. Donc, cette stratégie-là de garder la porte, elle me fait gagner. Ça semble être, la probabilité, ça semble être, je ne l'ai pas la probabilité, mais à partir des fréquences, ça semble être de 1 tiers. Et là, ici, si je changeais mon choix ici, je fais mes 1000 résultats, il les fait assez rapidement. Et là, je vois ici que la fréquence est pas mal plus élevée. Ça semble en fait être le contraire. On dirait que je gagne 2 fois sur 3, 67%, et que je perds 1 fois sur 3. Donc, si je reviens ici, donc après avoir chacun de ces simulateurs-là se complète, on peut penser qu'ils ont chacun leurs apports et leurs limites, mais dans les deux cas, les deux simulateurs ne donnent pas d'explication théorique. Mais dans le cas du deuxième simulateur, celui que je viens de montrer qui est en anglais, on pouvait faire un grand nombre d'essais rapidement. Donc, ça nous donne une idée par la loi des grands nombres que plus je fais d'essais, plus je vais être confiant que la tendance que j'observe, là, elle va bien décrire ce que je devrais avoir en théorie. Donc, ça semble me dire que je gagne 1 fois sur 3 quand je garde la porte et je gagne 2 fois sur 3 quand je change de porte. Maintenant, l'explication théorique, vous l'avez vu par une des... mais je ne sais pas si vous l'avez bien compris par la lecture. Donc, c'est un problème qui est très contre-intuitif. D'ailleurs, je suis passé vite au début, mais le problème de Monty Hall, en fait, pourquoi il s'appelle Monty Hall? C'est que Monty Hall, en fait, c'est un animateur d'un show de télévision et c'était un vrai jeu. Là. Les gens, ils venaient comme dans d'autres jeux comme The Price is Right, par exemple. Ben là, il y avait le jeu de Monty Hall, puis là, les gens venaient jouer au jeu et disaient s'ils gardaient la porte et changeaient de porte. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques mathématiciens qui s'en sont mêlés en disant ben voyons, il me semble que c'est clair, il faudrait toujours changer de porte. La probabilité de gagner est plus grande. Puis il y a d'autres mathématiciens qui ont dit ben non, qu'est-ce que vous dites là? C'est 1/2. La probabilité est d'1/2. Donc là, il y en a qui disaient 2 tiers, il y avait un clan qui disait les 2 tiers, il y en a qui disaient 1/2. Donc même les mathématiciens au début ne s'entendaient pas parce que c'est un problème qui est très contre-intuitif. Donc maintenant, si on veut l'expliquer justement, on peut l'expliquer à l'aide de matériel. Donc, une façon que je trouve simple de l'expliquer, on peut dire, ben, quand je vais, pour la stratégie garder, qu'est-ce qu'il faudrait choisir au départ pour gagner? Donc, si je vais garder la porte, laquelle je devrais prendre? Ben, je ne sais pas laquelle se cache la voiture, mais sans le savoir, il faut que je tombe sur la voiture au début. Parce que si je tombe sur la voiture au début, on va me retourner, on va me montrer une des chèvres, puis je vais rester avec ma voiture. Donc, c'est quoi? Il faudrait que je tombe sur la voiture, et c'est quoi la probabilité que ça se produise? C'est de 1 tiers, parce qu'il y a une des 3 portes qui a la voiture. Maintenant, je sais que je vais changer de porte. Qu'est-ce que je veux avoir au début pour gagner? Si je commence avec la voiture, ben c'est pas bon, parce que je vais changer pour une chèvre. Parce que si je commence avec la voiture au départ sans le savoir, on va me montrer une chèvre et je vais changer pour l'autre chèvre. Tandis que si je commence sur une des chèvres, si je commence par exemple avec cette chèvre-là sans le savoir, on va me montrer l'autre chèvre et je vais changer pour la voiture. Donc et c'est la même chose si j'avais choisi ici cette chèvre-là au départ. Si je choisis celle-là au départ, on va me montrer celle-là, on va l'éliminer, et je vais changer de cette chèvre-là à la voiture sans le savoir. Donc encore là, je ne sais pas ce qu'il y a au début, mais je sais que si je tombe sur une chèvre au début sans le savoir, je vais changer pour la voiture. Et c'est quoi la probabilité que ça se produise? Ben, c'est 2 tiers. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 des portes au départ qui cachent une chèvre. Donc si je commence avec une chèvre, on va me montrer l'autre chèvre, et je change pour la voiture. Et je gagne 2 fois sur 3 dans ce cas-là. Il y a d'autres explications qui sont complémentaires dans un petit article que j'ai écrit dans la revue En Vol. Donc, c'est une lecture complémentaire si ça vous intéresse. Donc, je vais mettre le lien de cet article. Ensuite, ce qu'on vient de faire, dans le fond, si on prend un petit pas de recul, on vient de suivre une série d'étapes, et c'est pas à suivre à la lettre, mais c'est ce qui, à mon sens,
faire sortir en fait les différentes phases de pilotage d'une situation probabiliste que je vous invite à faire avec des élèves. Donc, je trouve que peu importe la situation, c'est toujours intéressant, une situation probabiliste, de demander aux élèves de faire d'abord une prédiction intuitive. Donc, ici, on est avec Madame Subjective, donc on est dans l'approche subjective, on demande quelle est votre intuition. Ensuite, on peut demander aux élèves d'aller faire des expérimentations concrètes dans l'approche fréquentielle. Donc, M. Fréquentiel, avec ses longs bras, va faire des essais, va les compiler. Ensuite, on peut revenir sur la prédiction. Une fois qu'on a fait 10, 20, 30 essais, le plus possible, ben, est-ce que la prédiction a changé? On revient avec Madame Subjective. Ensuite, ben, il faudra les faire. On sait qu'avec 10, 20, 30 essais, on n'aura pas nécessairement un portrait très, très fiable. Donc, s'il faut avoir une expérimentation plus vaste, comment on peut le faire? Soit en utilisant un simulateur comme on l'a fait, ou soit on pourrait regrouper des résultats. Donc 10, 20, 30 résultats, c'est pas beaucoup, mais si chaque élève fait 10, 20, 30 résultats et qu'on prend toute la classe d'une trentaine d'élèves à 30 résultats, on vient d'avoir près de 1000 essais qu'on mettrait ensemble. Donc on pourrait dire chacun fait ses 30 essais, on les compile en avant au tableau, puis voilà, ça nous permet d'avoir quand même un échantillon assez intéressant pour tirer une conclusion. Après ça, on peut revenir sur la prédiction. Donc, on a fait une expérimentation plus vaste ici dans l'approche fréquentielle. On revient avec l'approche subjective. Puis, après tout ça, ben, ça nous donne une bonne idée. On a une bonne idée de la tendance, mais maintenant, il faut l'expliquer. Donc, maintenant, c'est la recherche de la probabilité théorique à partir de nombreux résultats simulés. Pourquoi? Parce qu'on sait que la loi des grands nombres a fait tendre les fréquences observées vers la probabilité théorique. Puis après, pour l'expliquer, ben, on peut utiliser diverses représentations pour donner un sens à la probabilité théorique. Et vous en aviez vu un exemple dans le chapitre 8, donc que je vais retrouver rapidement. Donc, dans le chapitre 8, à la page 213, vous aviez l'exemple ici où on voyait de façon théorique les différents cas de porte chèvre et voiture qui nous amènent à gagner ou à perdre selon la stratégie. Maintenant, avant de conclure, je voulais revenir sur l'activité Desmos. Donc, je ne sais pas si c'était la première fois que vous entendiez parler de Desmos, mais je vous ai fait explorer l'activité Desmos, l'activité expérience aléatoire avant cette vidéo. Donc, je vous demande d'abord ce que vous retenez de votre exploration de cette activité-là. Puis, ensuite, ben, c'est quoi Desmos en fait? Peut-être que vous connaissiez le côté grapheur. Donc, Desmos, à la base, c'était un grapheur, permet de tracer des fonctions. Mais c'est aussi et surtout beaucoup un gros potentiel en lien avec tout son côté de créateur d'activités. Permet tout le côté Desmos Classroom permet de créer des activités qu'on va envoyer à des classes. Et là, ça permet de soutenir l'apprentissage des étudiantes et étudiants, autant en synchrone qu'en asynchrone. Et en synchrone, on peut ouvrir progressivement des pages. Donc, on peut décider là, de la faire tout le monde en même temps que les élèves. On va ouvrir progressivement les pages. Donc, leur dire, disons, c'est une activité à 10 pages. Et là, on ouvre au début juste les pages 1 à 3. On les laisse aller là. Et là, à un moment donné, on ouvre, OK, tout le monde est rendu là, parfait, on ouvre les pages 4 et 5. Donc, on gère le rythme finalement. On peut amener tout le monde à la même page. Donc, tout le monde est sur son écran, par exemple, si vos élèves sont sur des Chromebooks. Et là, on dit, bon, maintenant, tout le monde, vous allez à la page 5. Ben là, avec un seul bouton, ça amène tout le monde automatiquement leur écran à la page 5. On peut mettre en pause. Donc, on veut donner des explications, on veut qu'ils arrêtent de jouer sur l'activité. Ben, on met en pause et là, ça arrête l'écran et là, ça nous permet de donner une explication. On peut aussi rassembler les captures des solutions des élèves. Ça nous permet de sortir ces réponses-là qu'on peut ensuite comparer. Donc, pendant que les élèves travaillent, on voit leurs réponses rentrer. Et là, on peut comme en mettre de côté, comme un peu dans nos favoris. Et là, après, on peut les présenter pour dire, ben, voici quelques solutions qu'on a obtenues dans la classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, on peut avoir des discussions mathématiques avec les élèves. Puis, on a plusieurs types de questions, des outils. Donc, il y a des questions à choix multiples, des réponses courtes avec la rétroaction. On peut avoir du classement, des associations de cartes, d'esquisses. Et là, je vais vous montrer Desmos FR. Donc, parce qu'à la base, Desmos, c'était beaucoup un outil en anglais, mais maintenant, il y a Desmos FR qui permet de répertorier, en fait, les activités qui ont été faites en français. Donc, en mathématiques, mais dans la langue en français. Et j'ai écrit ici probabilité juste pour montrer. Puis ça donne ici un aperçu. Il y a quelques activités qui ont été faites. Donc une sur les probabilités conditionnelles, une sur une révision de fin d'année CST de 5, probabilité CST de 5. Il y a certaines que je vous ferai expérimenter aussi dans le cadre du cours.
Puis, dernière chose, si vous voulez en savoir plus sur Desmos, il y a une auto-formation qui existe. Donc, l'auto-formation faite par le récit, auto-formation Desmos en mathématiques, qui explique vraiment pas à pas comment faire. Il y a une vidéo d'introduction, ça se place où dans la compétence numérique. Et il y a différents badges, en fait. Excusez-moi, je vais juste placer ça. Oups. OK. Donc, excusez. OK. Ça s'affichait pas bien. Donc ici, il y a différents badges. Donc un badge découverte qu'on peut avoir quand on fait environ 1 heure. On découvre les premières ressources. Puis après ça, environ 1 heure de plus, on a le badge d'appropriation. Donc vous voyez le principe ici, il y a 5 badges qu'on peut obtenir et qui nous permettent progressivement, dans le fond, de nous auto-former. C'est des ressources qui sont gratuites, qui sont super bien faites par le récit. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Desmos, il y a cette auto-formation-là qui existe. Donc, je vous invite maintenant à faire une synthèse de ce que vous retenez de cette capsule. Moi, de mon côté, ben, ce que je retiens, c'est qu'on a pu distinguer les 3 approches probabilistes, donc l'approche théorique basée sur les calculs, l'approche fréquentielle basée sur l'expérimentation, puis l'approche subjective basée sur la prédiction ou l'estimation personnelle. Puis la pertinence d'articuler ces 3 approches-là dans l'apprentissage. Donc, on a pu résoudre un problème contre-intuitif, le problème de Monty Hall, que vous aviez déjà vu, qu'on a pu revoir un petit peu plus en profondeur, puis comment on peut le piloter avec des élèves du secondaire. Puis comment on peut le résoudre à l'aide d'essais réalisés avec du matériel, d'essais réalisés avec 2 simulateurs complémentaires, puis du raisonnement théorique appuyé sur du matériel. Donc, le raisonnement ici avec les cartes, là, les cartes nous aident à bien comprendre le raisonnement théorique. Puis on a terminé en faisant ressortir le potentiel de Desmos pour différentes activités, notamment en probabilité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.